Bonjour. En tant que développeur, on est souvent confronté à l'apparition de bugs durant tout au long du cycle de vie d'un logiciel. On peut les détecter pendant l'étape du développement, ou en production, quand notre logiciel est utilisé par les utilisateurs finaux. La résolution d'un bug coûte moins cher si on le détecte plus tôt, et cela évite d'impacter négativement les utilisateurs. Il y a différentes causes de l'apparition des bugs. Par exemple, l'absence de tests, car les délais de dev sont courts et il n'y a pas de budget qui est consacré pour les tests. Une des solutions pour diminuer le nombre de bugs est les tests unitaires. Les tests unitaires consistent à tester une partie d'une ou plusieurs classes sans les dépendances externes. Une dépendance externe, c'est par exemple l'accès à des fichiers, à des web services, à des bases de données, etc. On va voir des exemples simples dans la pratique. Ce sont des tests automatisés. On peut les relancer quand on le souhaite, notamment quand on modifie notre code. Alors, dans une application, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on va tester? Généralement, on teste les parties critiques. S'il y a un risque de défaillance, si le risque de défaillance a un impact, a des conséquences importantes, quand on a des algorithmes qui sont très complexes, ben ça nécessite de les bien tester. Donc on a parlé des tests unitaires, mais il y a également d'autres tests. Donc il y a les tests d'intégration. On teste une partie d'une classe ou plusieurs, mais avec les dépendances externes. Donc avec s'il y a l'accès à la base de données, on va y accéder. S'il y a des appels web service, on le fait également. Donc on a aussi un autre type de tests, ce sont les tests, ce qu'on appelle les tests fonctionnels. Et puis on a d'autres types de tests, comme les tests de performance. On vérifie si notre application est interactive. Il y a également des tests de sécurité, donc l'injection SQL, voilà, etc. On passe à la pratique. Voilà, j'ai ici un petit projet. On va faire la démo avec ce petit projet. Donc c'est un projet de type console. On a une classe qui s'appelle calculator. Cette classe, elle a une méthode qui calcule la moyenne. Elle reçoit deux valeurs. Et puis, elle fait le calcul. Donc, on vérifie. En fait, on calcule uniquement la moyenne de deux nombres positifs. C'est-à-dire, si A est positif, B est positif, ben on calcule la moyenne. Sinon, ben on déclenche une exception. On va utiliser cette classe pour montrer les tests unitaires. Je simplifie en fait, c'est une méthode très très simple. Le but c'est vraiment de voir c'est quoi les tests unitaires, quels sont les concepts qui sont derrière. D'ailleurs, même sur internet, vous allez voir qu'on utilise souvent des méthodes simples qui calculent donc des moyennes, ou bien de l'addition, etc. pour expliquer c'est quoi les tests unitaires. Donc ensuite, on a une classe qui s'appelle programme.cs. C'est la méthode en fait, c'est un projet de type console, donc on va l'exécuter. Il y a ici en fait un appel à la méthode avec deux valeurs, donc 10 et 20. On va afficher la valeur qui sera affichée, donc ça sera 15. Ensuite, on appelle la deuxième fois, toujours la méthode, mais cette fois-ci avec des nombres négatifs. Vous voyez ici, donc si c'est négatif, ben on lance une exception. Du coup, ici, il y en aura à la console, donc une valeur qui sera affichée, ça sera 15. Et là, il y aura une exception qui sera déclenchée. J'exécute. Donc voilà, on affiche 15 et ensuite, vous voyez, il y a le deuxième appel ici à déclencher une exception. Voilà. Donc notre méthode, c'est juste pour vous montrer cet exemple.
On a un petit programme simple. Ce qu'on va faire maintenant, on va le tester. D'accord? On va tester cette méthode. On va ajouter un projet de test. Donc notre solution pour le moment, elle contient un projet. On ajoute un deuxième projet, donc c'est le projet de test. Voilà, donc ajouter, nouveau projet. Une petite recherche test, tout simplement. Voilà. Vous voyez, ici, il propose différents types donc, de projets, des templates. On a un projet de test MS Test. Vous voyez également ici donc un projet de test NUnit. Et puis on a un projet de test XUnit. En fait, MS Test, NUnit et XUnit, ce sont des frameworks, des technologies .NET qui permettent tout simplement de faire des tests unitaires. MS Test, c'est l'ancien framework, l'ancienne technologie. Ensuite, il y a eu donc NUnit. Et puis la dernière version, c'est XUnit. Donc on va utiliser XUnit, mais on peut tout à fait utiliser les autres si on le souhaite. Voilà, donc je sélectionne projet de test XUnit. Suivant. Alors, en ce qui concerne le nom de projet, ça sera donc unit test démo. Ça, c'est le nom de notre projet qu'on va tester. Voilà, c'est une convention de nommage. Et puis, point test. Voilà, suivant. Créer. Voilà, donc on a notre projet, le projet qu'on va tester et notre projet de test. Voilà, pour le moment, il contient un exemple, voilà, donc unit test 1, une classe, avec une méthode de test. Je vais juste renommer le projet de test. Voilà, il manque un S ici. Enter. Donc, alors notre projet de test utilise notre projet, donc on va tester. Ce qu'on va faire, on va ajouter une référence, voilà, une dépendance ici. Ajouter une référence de projet. On sélectionne le projet qu'on va tester. Enter. Voilà, c'est fait. Donc, ce qu'on va tester, dans un premier temps notre méthode qui calcule la moyenne. Voilà, comme il a généré une classe, on va la renommer, on va l'utiliser. Voilà, ça sera donc au niveau de nommage, on va utiliser le nom de la classe qu'on va tester et test à la fin. Ok, on va ajouter notre méthode de test ici. C'est un exemple. Ce qu'on va tester, on va tester cette méthode. Alors, déjà pour déterminer le nombre de tests à implémenter, on peut se baser sur le nombre de chemins d'exécution. On voit ici, par exemple, au niveau de la méthode, on a deux chemins. Selon les données qu'on va recevoir, les paramètres, si A est positif et B est positif, cette ligne sera exécutée. Sinon, cette ligne elle sera exécutée. Donc, on peut dire sur base des chemins d'exécution, on a ici deux tests unitaires à effectuer. Donc, on commence par le premier test, c'est-à-dire si A et B sont positifs, on calcule la moyenne. Donc, dans notre test, ici,
il y a déjà, on a un attribut qui s'appelle fact, pour dire que tout simplement, notre méthode de test, qui est ici, elle sera exécutée par l'explorateur de test. Je vais vous montrer c'est quoi l'explorateur de test plus tard et comment on lance les tests. On va renommer cette méthode. Alors, en ce qui concerne la convention de nommage, il y a différentes manières de nommer un test unitaire. Ici, je vous propose cette manière. Voilà. On a unit of work. Donc ici, la méthode, le nom de la méthode qu'on va tester, ce sera tout simplement calculate average, donc calculer la moyenne. Ensuite, cette partie state under test, quels sont les paramètres qu'on va passer, voilà. Et expected behavior, quel est le comportement attendu quand on lance le test. Donc concrètement, ici, le nom de la méthode qu'on va tester, voilà, underscore. Puisqu'on va tester la première fois ce chemin-là, donc les paramètres qu'on va passer seront A et B, ils seront positifs. Donc on met positive numbers as param. Et ce qui est attendu, bah, ça retourne tout simplement une moyenne. Ça lance pas une exception, etc. Donc voilà en ce qui concerne la convention de nommage, mais il y en a d'autres, bien sûr. Ensuite, pour tester notre méthode, il y a ce qu'on appelle le modèle AAA. Alors, le premier A, c'est arrange. Ensuite, act. Et puis, assert. En gros, notre test unitaire contient 3 parties. Dans la partie range, on va initialiser les objets et les variables, etc. Dans la partie act, on va exécuter, donc on va appeler la méthode qu'on va tester. Assert, tout simplement, on vérifie le résultat retourné par notre méthode. On vérifie s'il correspond au résultat attendu. Donc on aura besoin d'instancier un objet. Ce sera new ici on déclare les paramètres. Voilà. Dans la partie act, on va appeler la méthode qu'on teste. Voilà, donc ça c'est le résultat réel, donc qui sera retourné par l'appel. On passe 10, 20. Et puis on vérifie si le résultat réel ici, donc ce qu'on va obtenir quand on appelle notre méthode, s'il correspond au résultat attendu. Le résultat attendu, la moyenne du 10 et 20, c'est 15. Pour ça, on va utiliser assert, qui est une classe de
du framework XUnit qui contient différentes méthodes statiques. Voilà, comme par exemple assert point. Vous voyez, donc true, voilà par exemple, on vérifie si une condition est vraie, equal, ce qu'on va utiliser dans ce cas-là. Mais aussi, vous avez aussi d'autres méthodes. Donc ici, on va utiliser equal, tout simplement. Alors, le résultat attendu, c'est 15, puisque notre méthode, elle doit retourner 15 si on passe comme paramètre d'ici 20. Et ici, on met tout simplement le résultat qui sera retourné par l'appel. Voilà. Donc, pour résumer, on a une méthode de test avec un attribut fact. L'attribut fact, c'est pour dire que cette méthode, elle sera exécutée par l'explorateur de test. Je vais vous montrer c'est quoi l'explorateur de test. Ensuite, notre test unitaire, on a une convention de nommage qu'on a utilisée. Il y a différents types. Ici, le nom de la méthode qu'on teste. Ici, les paramètres qu'on va passer. Et ça, ici, le résultat qui sera retourné. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le modèle AAA. Il y aura une partie où on va initialiser les objets et les variables. On va préparer notre test. Et puis, une partie, on va appeler la méthode de test. Et ensuite, à la fin, on a une partie qui vérifie le résultat, si le résultat réel, voilà, ici, ce qu'on obtient dans la deuxième partie, correspond bien au résultat attendu. On exécute le test, donc ce sera dans le test, exécuter tous les tests. Pour le moment, on a un seul test. Donc voilà, là on a l'explorateur de test. Vous voyez, il est là. Et pour moi, on a un seul test. Voilà, donc le test a été exécuté. Et ça passe. C'est-à-dire le comportement, le résultat attendu correspond bien au résultat réel. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle l'explorateur de test. Le fait qu'on a décoré notre méthode par fact, le framework XUnit, donc l'explorateur de test, il exécute cette méthode. C'est une méthode de test. Et voilà, on a des informations sur les tests exécutés, le statut, vous voyez ici donc c'est vert, tous les tests réussis, et ici les tests ayant échoué, voilà, donc pour moi c'est 0. On peut répéter la dernière exécution, on peut lancer, vous voyez ici par exemple tous les tests non réussis, tous les tests non exécutés encore, etc. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un deuxième test. On a identifié deux tests. Il y a le test nominal. On a aussi un autre chemin. Donc, potentiellement, C, A et B ne sont pas positifs. Si A ou B ne sont pas positifs, on va exécuter cette ligne. Cette ligne sera exécutée. Donc, on va ajouter un test unitaire.
Donc, ce sera l'attribut fact. Public void. Au niveau de nommage, c'est toujours la même chose. Donc, ça sera le nom de la méthode qu'on va tester. Ici, on a cette fois-ci des nombres négatifs, puisqu'on va tester le déclenchement d'exception. Asparam. Et le résultat, enfin le comportement attendu, ça sera tout simplement un déclenchement d'exception. Voilà. Exception. Ici, de toute façon, si on a sinon au moins un seul nombre négatif, ben, l'exception sera lancée. Donc on va utiliser un petit peu la même chose, hein. Vous voyez ici, donc ça sera pareil. C'est juste ce qui sera différent, c'est les paramètres. Et en fait, donc ici par exemple, on peut mettre moins 10, vous voyez. Ou moins 20, voilà, peu importe finalement, voilà. Et ici, donc ce qu'on va dire en fait tout simplement, notre test, ce qui est attendu, sera un déclenchement d'une exception. Pour l'implémenter, on va utiliser assert, et il y a une classe une méthode qui s'appelle throws. On va tout simplement indiquer quel type d'exception qui sera lancé. Ici, on a en fait tout simplement une exception du type argument exception. Voilà. Et on va tout simplement appeler la méthode qui va déclencher l'exception avec les paramètres A et B. Donc pour résumer, on a une deuxième méthode de test pour tester ce chemin d'exécution, c'est-à-dire cette condition n'est pas vraie. Ce qui sera exécuté, c'est cette ligne. Elle va déclencher donc une exception. Et on a prévu un test pour vérifier que notre méthode, elle déclenche bien une exception, si les paramètres ne sont pas valides. On a du coup donc l'initialisation de notre objet et des paramètres. Ensuite, on a ici act et arrange, voilà, qui sont les assert dans une ligne, c'est-à-dire on utilise la méthode throws de la classe assert de framework xUnit. On indique quel type d'exception
que notre méthode va lancer. Et on lance tout simplement, on appelle notre méthode avec les paramètres. Voilà. On retourne dans l'explorateur de test. Ici, on peut lancer, voilà, exécuter les tests non exécutés. Voilà, pour le moment, on a une nouvelle méthode qui n'a pas encore été exécutée. On la lance. Donc, vous voyez, le test est OK. Tout simplement, cet appel retourne bien cette exception. Voilà, on peut par exemple lancer notre méthode en debugging, la méthode de test. Voilà, ici on voit ce qui a été retourné. Donc l'exception qui a été retournée, elle est là tout simplement. Voilà. On continue. Et vous voyez, le test il passe. Donc en debugging, on a plus d'informations. Par exemple, donc notre première méthode de test, on peut mettre ici un breakpoint, un point d'arrêt. Ensuite, on relance le test en debugging. Voilà, donc ici, vous voyez, on peut vérifier ce qui a été retourné par la méthode. On a bien 15. Et donc, ce qui est attendu, donc c'est 15. Et le résultat réel, c'est 15. Voilà, le test, c'est OK. Pour résumer, on a ajouté 2 tests unitaires, un test qui vérifie l'exécution, donc le calcul de la moyenne, et un deuxième test qui vérifie que l'exception se déclenche correctement si on met des paramètres des nombres négatifs, c'est-à-dire des arguments qui sont pas valides. Et c'est bien cette ligne. Alors, maintenant, si on souhaite les paramètres, on les a tout simplement hard-codés. Donc, on a 2 paramètres ici. Mais on peut tester le même chemin, c'est-à-dire le calcul de notre moyenne avec différents types, avec différents paramètres. C'est-à-dire, on peut avoir 10, 20, mais on peut aussi avoir d'autres types de données, comme par exemple ce qu'on appelle les tests au limite. Ça veut dire, on va prévoir des tests qui vont, par exemple, qu'est-ce que ça va retourner si on met 0 comme valeur ici, ou bien une valeur maximale. Alors, donc au lieu de créer de nouveaux tests, c'est-à-dire à chaque fois on ajoute un nouveau test avec des paramètres différents, XUnit, donc le framework de test, il nous donne la possibilité d'utiliser le même code avec des paramètres différents. On va donc modifier légèrement ce test. On va utiliser un autre attribut qui s'appelle theory. Et un deuxième attribut qui s'appelle inline data. Voilà, c'est-à-dire on va exécuter ce test avec des paramètres qu'on va mentionner ici.
Notre méthode de test ici, elle utilise deux paramètres pour appeler cette méthode. On va donc ajouter deux paramètres ici. Donc en fait, voilà, donc deux valeurs, 10 et 20. Ensuite, on ajoute des paramètres dans notre méthode de test. Ça sera donc paramètres A et B. Du coup, on n'a pas besoin de garder cette ligne. Voilà, on la supprime, tout simplement. Et on a le même test. C'est exactement comme avant. Cette possibilité, en fait, nous permet d'ajouter plusieurs données. Donc, le même code de test qui sera exécuté avec différentes valeurs. On peut ajouter de nouvelles valeurs. Et en fait, ce que fait XUnit, l'explorateur de test, il crée un test, il lance un test pour chaque inline data. Donc ici, on aura deux tests. On exécute, voilà, ici, exécuter les tests, voilà, non exécutés. Vous voyez, on a ici maintenant 2. Il le précise, donc avec les paramètres 0, 0, ici, voilà. Et puis avec comme A 10 et B 20 comme valeur. Ce test il passe, et par contre le premier ne passe pas. Tout simplement, en fait, quand on l'a lancé la première fois, on a hardcodé le résultat attendu, donc c'est 15, parce qu'on avait mis 10 et 20 comme paramètres. Ben, comme on a modifié et qu'on a maintenant ajouté plusieurs paramètres, ben, on modifie également le résultat attendu. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on ajoute ici, on va dire le résultat attendu. Voilà, on va dire si expected result. Voilà. Et puis, on ajoute un nouveau paramètre ici. Donc, 10 et 20, la moyenne sera 15. 0, 0, donc la moyenne sera 0. On réexécute, donc on exécute ces deux tests. Voilà, maintenant ça passe. Voilà, par exemple, ici, on a une valeur minimale. Parce que notre méthode, tout simplement, on vérifie, c'est bien toujours de vérifier quand on a des tests, quand on a des conditions, c'est toujours bien de vérifier ce qu'on appelle les tests aux limites, voilà, c'est-à-dire les valeurs qui permettent d'exécuter cette ligne, elles sont comprises entre 0 et une valeur maximale. Donc c'est toujours bien de faire ce qu'on appelle un test aux limites, c'est-à-dire ici sur scénario, les limites des données sont incluses entre 0 et la valeur maximale. Généralement, les bugs, il y a un risque d'apparition des bugs aux limites, parce que quand on fait une condition, si ça se trouve par exemple, on vérifie si A est supérieur à 0, on oublie d'inclure 0. Ça dépend de ce qu'on appelle un nombre positif, ça dépend de ce que notre algorithme fait, mais parfois il y a l'apparition des bugs qui
qui tout simplement qui sont causées par des valeurs aux limites. Donc c'est bien de tester si 0 passe parce que on veut bien inclure 0 en tant que nombre positif. Et aussi la valeur maximale, comment est-ce qu'on porte notre code si on met une valeur maximale. Tout simplement ça va calculer la moyenne. Donc j'ai fait des jeux de calcul, donc ça va retourner cette valeur. Et ça devrait tout simplement, le test devrait fonctionner. On relance. Voilà, maintenant on a 4 tests, d'accord, pour le même code. Voilà, exécuter. Voilà, et ça passe. Vous voyez, en fait, la même méthode de test est lancée avec des paramètres différents qu'on a mentionnés ici. On va faire la même chose avec le test de l'exception. Voilà, j'ai préparé des valeurs qui lancent l'exception. Donc, on ajoute, comme on l'a fait ici, les paramètres plus ce qui est attendu. Tout simplement, ici, on n'a pas une valeur qui est attendue, c'est une exception qui sera déclenchée. Cette exception, on peut éventuellement la passer en paramètre, mais comme c'est une seule exception, donc c'est toujours la même exception, on peut directement la mentionner ici. Voilà, donc on n'a pas besoin des paramètres qu'on a hardcodés. On supprime et on relance tout simplement, voilà, ce test. Voilà, donc et ça passe. Au niveau des choix des données de test, vous voyez, donc on a le test nominal, hein, voilà, donc des valeurs normales. Ensuite, on a A négatif et B positif. Et puis, voilà, ici on peut modifier en fait. Je mets plutôt, donc là on a A négatif, B positif. Ensuite, A positif, on peut mettre B négatif, voilà, voilà. Et puis on a un test limite, c'est-à-dire ce qui les paramètres qui lancent cette exception, les valeurs, elles sont comprises entre -1 et ça va jusqu'à à la valeur minimale. On réexécute. Donc voilà, et ça passe. Donc, un des avantages des tests unitaires, c'est qu'on peut faire du refactoring. Donc on peut se permettre de faire du refactoring sans provoquer de bugs si on a des tests unitaires qui couvrent notre méthode. Par exemple, la méthode, notre méthode, on peut l'améliorer. Exemple, on peut tout simplement, au lieu d'avoir plusieurs lignes, on peut opter pour une ternaire, c'est-à-dire on vérifie si c'est positif, on retourne, donc retourne ici, on retourne la moyenne. Sinon, on déclenche l'exception.
Donc ce code, en fait, il remplace ce code. C'est exactement la même chose. On supprime donc, du coup, voilà, voilà. Il manque un argument. Donc, voilà. On a modifié notre méthode. Donc on a fait du refactoring. Pour vérifier que ce qu'on a fait, il n'y a pas eu de l'introduction de bug, bah tout simplement on va relancer tous les tests. On a ici 8 tests. On va tout simplement exécuter tous les tests. Et ça passe. Voilà, donc on a fait du refactoring, on a relancé les tests et on a vu qu'il n'y a pas eu de bug qui a été introduit involontairement dans notre code. Et ça, c'est un des avantages des tests unitaires. Bon, maintenant, supposons que dans le cadre de la maintenance de notre projet, donc dans notre application, on nous a demandé d'optimiser ou de modifier notre méthode. Bon, c'est vrai que là, c'est une méthode simple, mais supposons que notre méthode est complexe et qu'elle fait des calculs, voilà, donc assez complexes, et que on nous a demandé de la modifier pour répondre à un nouveau besoin, etc. Alors, et lors de la modification, il se trouve que involontairement, on a modifié une ligne. Par exemple, au lieu de 1 d'ici, voilà, qui vérifie que A doit être positif et B doit être positif, ben, ce sera plutôt un OU. D'accord? Sans faire attention, on a modifié le AND par un OU, donc un OR. Dans ce cas-là, il y a une introduction d'un bug et sans les tests unitaires, on peut tout à fait déployer en production cette modification. Mais comme on a des tests unitaires qui étaient prévus, bah, il convient de faire une modification. On va tout simplement relancer tous les tests. Voilà. Avant de déployer, on va lancer tous les tests parce qu'on a fait une modification. On vérifie si ça passe. Vous voyez, il y a tout simplement deux tests qui ne passent pas. Voilà, on va voir ici quand A est égal 1 et B égale 1 moins 1. Ça passe pas. Et A égale moins 10 et B égale 20, ça ne passe pas non plus. Bah, tout simplement parce que notre algorithme ici, qui vérifie si A et B sont positifs, bah, l'implémentation est incorrecte. C'est un exemple assez basique, mais qui montre tout simplement l'intérêt d'avoir des tests unitaires. Avant de déployer en production, on a la possibilité de détecter les bugs et de les corriger durant la phase de dev, donc ça coûte moins cher. Et ça n'impacte pas les utilisateurs. Donc, bah, tout simplement, ici, ce test ne passe pas parce que ce qui est attendu, c'est une exception, mais il n'y avait pas d'exception qui a été lancée. Si A égale 1 et B égale moins 1, ben, normalement, ça devrait lancer l'exception, mais il a calculé la moyenne. Parce que tout simplement ici, on a un OU au lieu de I. Donc on modifie. On relance. On relance également ce test.
Voilà, et maintenant ça passe. Maintenant, on va aborder l'approche TDD, Test Driven Development. Donc, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, on avait une classe, une méthode qui calcule les moyennes. Ensuite, on a écrit les tests. Il y a une autre approche qui est aussi utilisée, ce qu'on appelle l'approche TDD, Test Driven Development. C'est-à-dire, on écrit d'abord le test, ensuite, on implémente la méthode. Si on souhaite ajouter une nouvelle méthode qui calcule la moyenne, qui fait l'addition plutôt, on peut d'abord ajouter le test, ensuite écrire la méthode. Donc, notre test voilà, donc ça sera calculate sum, ça sera le nom de notre méthode, la nouvelle méthode qu'on va ajouter dans cette classe. On va tester le scénario nominal, donc on a deux nombres positifs, et ça doit retourner une somme, tout simplement. Donc, c'est pareil, on va avoir des données de test. 1 plus 2 égale 3. Donc, pour le moment, on n'a pas de méthode qui s'appelle calculer la somme. Voilà, j'ai ajouté à chaque fois le commentaire, mais ce n'est pas nécessaire. Une fois que vous avez compris le principe, c'est facile de distinguer les parties. Donc là, c'est le résultat attendu. Voilà, donc c'est la somme. Voilà. Et le nom de notre méthode sera calculate sum. Et on passe A et B comme paramètres. Donc elle n'existe pas, on va la générer. Vous voyez, donc on a généré, donc on change juste le type de retour. Et pour le moment, elle n'est pas implémentée. Donc si elle est appelée, elle va lancer une exception. Ensuite, on vérifie ce qui est attendu. Du coup, ça sera expected sum, donc ce qu'on a ici. Voilà. Et si ça correspond à ce qu'on a obtenu quand on a appelé notre méthode. Donc voilà, on a implémenté un test, donc ce qu'on appelle TDD. On n'a pas de, on fait d'abord le test, ensuite on écrit la méthode. On exécute, voilà, on exécute
les tests non exécutés. Et bah, ça ne passe pas. Donc c'est l'approche justement de TDD. Donc on écrit le test, on appelle la méthode, le test ne passe pas, on implémente la méthode et puis on relance le test et ça devrait passer. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va implémenter la méthode. On va simplifier, on va pas vérifier si elles sont positifs. On peut par exemple calculer la somme de n'importe quelle valeur, qu'elle soit positive ou négative. D'accord? Donc A plus B, voilà. Ici c'est juste on a ajouté un test pour les non positifs. Voilà, c'est un choix arbitraire, mais en simplifiant, mais ça dépend ce qu'on veut calculer. Est-ce qu'on veut calculer une somme de n'importe quelle valeur ou bien une somme des nombres positifs également. Ça dépend du besoin du cahier des charges de notre application. Là, on a des méthodes assez simples pour expliquer les tests unitaires qu'on va pas rencontrer réellement dans le monde réel, mais les concepts des tests unitaires sont les mêmes. Donc, on relance le test ici qui a échoué. Et ça devrait passer parce qu'on a implémenté la méthode. Voilà, maintenant ça passe. Donc l'avantage de cette approche permet tout simplement d'office de couvrir notre application par des tests unitaires. Donc au fur et à mesure de l'avancement de développement, on réfléchit déjà quels sont les cas de test, quelles sont les données de test, quels sont les différents chemins donc d'exécution, etc. Ça permet de documenter en fait déjà notre application et d'avoir un test unitaire. C'est la méthode critique et si on le souhaite la tester. Donc d'office on prévoit un test. Alors donc on a vu inline data. Cet attribut, l'inconvénient avec cet attribut, c'est qu'on peut passer uniquement des types primitifs. Si par exemple ici on a des paramètres qui sont des objets, donc des classes, ça ne passe pas. Par exemple, supposons si j'ai par exemple ici une liste comme paramètre. Voilà. Donc tout simplement ça ne passe pas, vous voyez. Et pour utiliser des objets, on a deux autres attributs qu'on peut utiliser. Voilà, donc on peut avoir par exemple des méthodes à tester avec des objets. Donc on va ajouter une classe, on va ajouter une méthode qui reçoit comme paramètre un objet. Par exemple, un objet de type étudiant, donc student. Donc on peut ajouter une classe ici. Donc on va l'appeler student. Voilà, donc on a une classe étudiant avec deux propriétés, le nom et les notes que l'étudiant a obtenues.
Ensuite, on ajoute une méthode qui calcule la moyenne de l'étudiant. Bon, donc pour aller vite, j'ai préparé le code, l'exemple. Donc c'est une méthode qui calcule la moyenne des notes de l'étudiant. Elle reçoit comme paramètre un étudiant. Si la liste n'est pas nulle et qu'elle contient des notes, bon ici je vérifie si elle contient une note, mais on peut vérifier si elle contient plus de 2 éléments. Affiner le check. Elle retourne la moyenne, sinon elle lance une exception. Donc au niveau des tests, pareil aussi pour aller vite. Voilà, on a ce test. En gros, on a la moyenne attendue. Comme paramètre ici, on a un étudiant. Et puis on vérifie si le résultat attendu égale au résultat réel. Alors, donc ce qu'on va faire, on va utiliser ici attribute theory et avec member data. Et ici tout simplement il demande de fournir une source de données avec des données qui seront tout simplement injectées ici. Voilà. Ce qu'on va faire, on va ajouter une méthode. On va l'appeler getStudents. Voilà. Qui va retourner tout simplement les étudiants. Donc voilà. Plus ce qui est attendu comme moyenne. Pareil, donc j'ai déjà préparé cette méthode. Bon, il y a juste ici en fait, il faut préciser le name of. Voilà, donc de cette méthode. Elle retourne une collection, donc enumerable. Et donc cette liste d'objets, elle contient un étudiant et également la moyenne attendue. Ici on a un étudiant 1 qui a 2 notes avec sa moyenne attendue, un étudiant 2 avec aussi également voilà 2 notes avec le résultat à la moyenne attendue. On exécute. Voilà, ici les tests non exécutés. Et vous voyez, donc calculate student average. Ici, par contre, contrairement à inline data, on voit tous les tests ici. Pour member data, donc on a ici, ce qu'on a ici, voilà. Il faut cliquer sur le test pour voir les détails. Parce que voilà, donc vous voyez ici, le test a plusieurs sorties. Donc il y a deux réussites. Et on peut voir les détails ici. Voilà ce qui passe comme paramètre. Vous voyez, donc ici, on passe un objet comme paramètre. Et parce qu'on a utilisé member data, ce qu'on peut pas faire avec inline data. Ça c'est
l'attribut qu'on peut utiliser quand on a des méthodes qui reçoivent des objets, et c'est le cas fréquent quand on développe des applications. Alors, en ce qui concerne class data, on peut modifier cette méthode, hein, donc la première qu'on a écrite, pour utiliser class data au lieu de line data. Donc, on va ajouter une classe. On va l'appeler test data. Pareil, j'ai déjà défini le contenu de cette classe. Voilà. En fait, ici, on définit une classe de test qui sera utilisée en fait par l'attribut class data. Je vais vous montrer. C'est un petit peu le même principe qu'on a vu avec member data. Il faut indiquer une source de données tout simplement. Donc ici, en fait, notre classe data, on va indiquer test data comme source de données. Alors, il faut implémenter IEnumerable sur une interface, et la méthode qu'on implémente tout simplement est celle-là. Ce que ça va retourner, c'est tout simplement des objets, et dans chaque ça va retourner des tableaux d'objets. Dans chaque liste d'objets, on met tout simplement les paramètres. Donc on modifie ici voilà, ici on va fournir la source des données. Donc c'est la classe qu'on vient d'ajouter. Test data. Voilà. On relance les tests. Exécuter les tests non exécutés. On va relancer tous les tests, ce sera plus simple. Voilà, tout simplement, on a modifié, on a ajouté classe data et les données proviennent de notre classe de test. Ça permet d'avoir des données, voilà, une source de données à part, voilà. Avec class data et member data, on peut utiliser des objets, pas que des primitifs. Voilà, donc ici on a une classe qui est une source de données. Certes, ici on a mis des primitifs, mais on peut tout à fait avoir des classes comme student, voilà, ou d'autres classes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous inscrire aussi à la newsletter qui est en bas de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.